Bonsoir, monsieur, madame. Bienvenue pour une nouvelle conférence des jeudis du RHNE. Donc, je me présente, je suis Pierre-Emmanuel Bus, le responsable de la communication de l'hôpital. Et j'ai le plaisir d'introduire cette conférence à laquelle participeront mes trois collègues. Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, ils vont le développer en profondeur et je suis là en tant que remplaçant de Jérôme qui devait s'auto-introduire. Donc, je vais tout de suite leur laisser la parole. Donc, sur ma gauche, Jérôme Kubler, qui est directeur logistique. Ensuite, Gilles Muri, qui est, rappelle-moi ta fonction que j'arrive pas à lire, chargé CVS. Et puis, Jean-Luc Sonnet, qui est le responsable développement durable de l'hôpital depuis quelques mois. Je leur laisse la parole et je précise qu'à la fin de la conférence, il y aura une partie d'échange questions-réponses et un apéritif pour conclure la soirée dans l'atrium à côté. Merci à vous. Bon, bonsoir. Donc, le sommaire de notre présentation, ça va être en premier lieu, je vais faire un état des lieux sur ce qu'est la transition énergétique, les définitions, les états des lieux, les perspectives. Je vais vous proposer un voyage dans la transition énergétique pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, de quoi Jean-Luc présentera la politique de responsabilité sociétale de RHNE, c'est-à-dire qu'au sein de RHNE, comment est-ce qu'on va développer le système pour pouvoir opérer une partie de cette transition énergétique. Et en troisième lieu, Gilles va nous présenter le suivi énergétique qu'on fait à RHNE depuis plusieurs années, et puis vous montrer le résultat de tous les efforts et les investissements qu'on a fait pour être un peu plus durable et efficace énergétiquement. Donc, premièrement, je pense que la transition énergétique, c'est un mot valise. Tout le monde y met un petit peu ce qu'il veut. Donc, je pensais qu'il était important de un peu faire du vocabulaire dessus. Donc, en premier lieu, une transition, bah oui, qu'est-ce que c'est? C'est le passage d'un état à un autre. Okay. Et la transition énergétique en elle-même, c'est quoi? C'est le passage d'un système basé sur des énergies de stock, donc les énergies fossiles, aussi l'énergie nucléaire, vers un système d'énergie de flux renouvelable, donc le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse, la géothermie, accompagné de démarches d'efficacité et de sobriété énergétique. Alors, on peut se dire, bon, ben, on a déjà changé notre mix énergétique. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait dans le passé, quand il y a eu la révolution industrielle et tout ça? Et en fait, si on regarde l'évolution de la consommation mondiale des énergies primaires, ce qu'on voit, c'est que depuis 1900 à peu près, on a eu une explosion de notre consommation. Et puis, en fait, non, on n'a pas fait de transition énergétique. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a empilé toutes nos consommations. C'est-à-dire qu'au début, on utilisait du bois, donc c'est la biomasse. Puis après, il y a eu la révolution industrielle, on s'est mis à utiliser du charbon, puis du pétrole, puis du gaz naturel, puis le nucléaire et toutes les autres sources d'énergie renouvelable. Donc en fait, on a empilé sans diminuer ni remplacer. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on réalise une transition énergétique? C'est qu'à l'heure actuelle, le mix énergétique mondial, il est représenté par 80% d'énergie fossile. Et puis les énergies fossiles, c'est des énergies pour les utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On les brûle. Donc, en fait, la combustion de ces énergies, ça représente 3/4 des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par l'homme, parce qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre naturelles, qui sont responsables du changement climatique. Ça veut dire que la transition énergétique, c'est une nécessité pour pouvoir réagir par rapport à ça. Ce soir, je ne vais pas m'appesantir sur le changement climatique. Je pars du principe que c'est acté, puis qu'on sait qu'il y a un changement climatique et qu'il est en route. Donc, le but, c'est de vraiment faire cette transition énergétique pour pouvoir réagir et puis préserver non seulement l'environnement, mais aussi l'économie et l'équité sociale. Ces trois choses-là, en fait, c'est les trois axes principaux du développement durable. Vous voyez, il y a une partie sociétale, une partie qui est liée à l'économie et une partie qui est liée à l'environnement. Donc si l'économie produit plein de richesses qui permet socialement de donner du travail à tout le monde, une sécurité sanitaire, on est dans un système qui est équitable, parce qu'il y a une bonne redistribution des richesses. Si économiquement, on fait un système qui respecte l'environnement, c'est-à-dire que ça va être un système qui est viable économiquement et du point de vue environnemental. Et puis, si on fait un système environnemental satisfaisant où tout le monde socialement peut vivre et puis avoir ce dont il a besoin, c'est vivable. Et si on fait
l'intersection de ces trois choses, c'est là qu'on est dans la durabilité. C'est-à-dire qu'on a un système économique qui est suffisamment fort pour créer de la richesse, pour pouvoir la redistribuer et que tout le monde ait un bon niveau de vie et une bonne qualité de vie tout en préservant l'environnement. Donc le but, c'est que pour satisfaire nos besoins aujourd'hui, on ne péjore pas les besoins des générations futures. Alors pourquoi est-ce qu'il est urgent d'opérer une transition énergétique ? Premièrement, l'inertie climatique est grande, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre, ils sont persistants. Le CO2, par exemple, c'est un oxyde, comme la rouille. Vous savez que c'est difficile de se débarrasser de la rouille, eh bien, le CO2, c'est la même chose. Le CO2 a une demi-vie de 100 ans dans l'atmosphère. C'est-à-dire que si on émet 1 tonne de CO2 en 2024, en 2124, il restera 500 kilos, et ainsi de suite, jusque dans 400 ans, il resterait 75 kilos à peu près. Donc ça veut dire qu'il est temps de réagir par rapport à ça. Ensuite, toutes les infrastructures qui produisent ces émissions de gaz à effet de serre, elles présentent une forte inertie. Si vous devez changer une centrale à gaz par autre chose, eh ben, ça prend du temps. Si on doit changer tous les chauffages à gaz de la Suisse, ça prend du temps. S'il faut isoler tout le parc immobilier suisse, ça prend également du temps. Et puis en plus, la globalisation du système économique a fait qu'on a aussi des dépenses énergétiques qui sont très élevées. Et puis si on doit changer le système de globalisation, ça va aussi prendre du temps. Pourquoi est-ce qu'en Suisse, il faut aussi qu'on agisse ? C'est parce qu'on a voté une loi sur le climat qui a comme objectif d'atteindre la neutralité carbone des émissions en 2050, dans 26 ans. On essaye de construire un nouvel hôpital, peut-être que dans 26 ans, on y sera. Mais vous imaginez changer le système énergétique d'un pays. Et puis à l'international, c'est que les objectifs de l'accord de Paris doivent être réalisés d'ici 2100, afin de maintenir une augmentation de la température moyenne du globe de 2 degrés. Maintenant, si on parle des énergies de stock, puis qu'on fait un match des énergies entre les énergies de stock et les énergies de flux. Donc les énergies fossiles, c'est des énergies de stock. Elles ont des inconvénients, elles sont disponibles en quantité limitée, qui s'amenuisent. Donc on tape dedans, mais elles ne se remplacent pas très vite parce que leur cycle de renouvellement, il est entre 60 et 300 millions d'années. Au niveau de la planète, c'est une énergie renouvelable, mais au niveau humain, pas tellement. La principale source de gaz à effet de serre et de pollution, c'est justement la combustion de ces énergies fossiles. Et en plus, ça a un mauvais rendement comme vecteur énergétique. Comme on l'utilise, comme on le brûle pour fabriquer de l'énergie secondaire, on regarde pour produire de l'électricité, par exemple, une centrale thermique au charbon, au pétrole ou au gaz, ça a un rendement énergétique de 30 à 40%. C'est-à-dire que quand on met 1 kilowatt de pétrole dans une centrale à gaz, on ressort que 400 watts-heure d'électricité. Si on fait de la cogénération, donc on récupère la chaleur, on est un peu meilleur. Une centrale hydraulique, c'est entre 85 et 90% de l'énergie potentielle de l'eau qui est récupérée et qui est transformée en énergie. Une éolienne, c'est entre 30 et 45%, mais c'est l'énergie du vent. Elle ne nous coûte pas grand-chose. Si on parle de transport, un moteur à essence a un rendement d'environ 40%, diesel aussi, puis un moteur électrique, c'est 90%. C'est-à-dire que 90% de l'énergie électrique est transformée en énergie de traction. Si on imagine un véhicule thermique, vous prenez en Suisse, on fait à peu près 30 km par jour avec notre voiture. La moitié de ces 30 km sont consacrés au travail. Donc, quand vous pendulez pour aller au travail, vous faites 7 km et demi le matin, 7 km et demi le soir. Imaginez une voiture, il faut qu'elle se chauffe. Donc le moteur, il n'est pas dans un état de consommation optimal tout de suite. Et puis en plus, il y a les embouteillages, il y a tout ce genre de choses. Ça veut dire que le rendement d'un véhicule à essence, il descend à peu près à 10% ou 20%. Tandis qu'un véhicule électrique sur batterie, si on imagine l'énergie qui sort de la borne il faut qu'on le transforme de alternatif en continu, il y a toute une série de choses, il y a un peu des pertes également. Et un véhicule électrique sur batterie, il a un rendement de 73%. Je reviendrai un petit peu après là-dessus. Et puis, par exemple, pour le chauffage, un brûleur à mazout à condensation, ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, c'est à peu près 100% de production de chaleur. Puis un brûleur conventionnel, c'est 75%, alors qu'une pompe à chaleur qui concentre la chaleur de l'atmosphère et puis de l'environnement et qui utilise 1 kW d'énergie va fabriquer 4 kW,
4 kW de chaleur. Les avantages, ça a des avantages, les énergies fossiles. Il y a une forte concentration énergétique. Donc, dans 1 litre de pétrole, vous avez à peu près de l'énergie de 2 kg de pellets ou bien d'1 mètre cube de gaz. C'est bon marché. À l'heure actuelle, c'est très bon marché. Avec les aléas, c'est disponible. On peut les transporter. Vous pouvez transporter du pétrole. Vous pouvez difficilement transporter et stocker de l'électricité plutôt. Et puis elles sont pilotables facilement. Une centrale, on peut la mettre en marche quand on a besoin et puis l'arrêter quand on n'en a plus besoin. Une éolienne, elle n'est pas tellement pilotable. Et puis c'est un modèle économique en place, en termes d'exploitation, de distribution et aussi de taxation. Il ne faut même pas oublier que la taxe sur les carburants fossiles, c'est une grosse vache à lait pour la Confédération, par exemple. Il y a aussi un corollaire, c'est que le pétrole, par exemple, en dehors de son utilisation comme agent énergétique, c'est une ressource qui est utilisée pour fabriquer à peu près tout ce qu'il y a autour de nous. Tout ce qui a du plastique, ce truc-là, ça, pas mon pantalon, mais peut-être les élastiques de mon caleçon, mes chaussettes. Donc dans la plupart des textiles sont faits à partir de pétrole. Et puis plein de choses, les détergents, les caoutchoucs, les cols, les médicaments, les engrais, les pesticides sont également faits à partir de pétrole. Ensuite, les énergies renouvelables de flux. Alors pourquoi on dit que c'est une énergie de flux? Quand vous profitez du rayonnement solaire pour fabriquer de l'énergie, que vous fabriquez de l'énergie avec ou que vous ne fabriquez pas de l'énergie avec, ça ne change rien. Le flux solaire, il est là. Quand vous utilisez du vent qui passe pour faire tourner une éolienne, vous captez de l'énergie au passage, mais ça ne change rien. Ça veut dire que c'est vraiment gratuit, puis c'est du flux. Elles sont intermittentes, elles dépendent de la géographie. C'est-à-dire qu'un mix énergétique, c'est un peu comme un vin. Ça dépend de son terroir, et puis ça dépend d'un certain nombre d'assemblages qu'on fait. Si vous imaginez la Hollande, ils ont beaucoup moins de barrages hydroélectriques que la Suisse, qui profite de sa topographie. Donc en fait, c'est aussi dépendant de la géographie. C'est-à-dire que c'est un modèle qui ne peut pas se décliner de manière uniforme partout. C'est un coût à terme qui est élevé, donc au début, il faut investir. On a investi 1 million dans nos centrales solaires. Bon, on va les amortir en 5 ou 6 ans, avec le prix de l'énergie maintenant. Et puis, on dit que ça a un faible rendement énergétique. On dit, par exemple, des panneaux solaires, ça fait que 20% de rendement énergétique par rapport au soleil qui tombe dessus. Mais comme je vous ai dit que cette énergie, elle est complètement gratuite, c'est une énergie de flux qu'on capte au passage, en fait, ce n'est pas un argument. Et puis, les avantages, c'est qu'elles sont disponibles en quantité illimitée, un cycle de renouvellement court, elles sont neutres en carbone, elles sont décentralisées, elles sont presque gratuites en exploitation. C'est-à-dire qu'on se dit que l'investissement qu'on doit faire au départ, on le fait, mais après, en exploitation, c'est presque gratuit. Tandis que, par exemple, du mazout, vous devez en acheter tout le temps. Donc, en exploitation, vous avez le prix du mazout. Alors, pourquoi est-ce que nous, on est accro à l'énergie? Et à plus forte raison, maintenant, aux énergies fossiles. Alors, comme l'homme est ingénieux, il a créé plein de machines pour faire le travail à sa place, pour le transporter, pour se rendre son habitat confortable et au final, pouvoir créer des richesses. Tout est fait avec des machines. Vous êtes monté ici en ascenseur, c'est une machine qui consomme de l'énergie. Vous êtes venu en voiture ou en bus, c'est des machines qui consomment de l'énergie. Quand on a construit cet hôpital, on a utilisé des pelles mécaniques, on a utilisé des grues. Si vous imaginiez que c'était des êtres humains qui devaient faire ça à la force de leurs bras, on aurait eu besoin de beaucoup, beaucoup de personnes. Donc en fait, ces machines, elles ont besoin d'énergie pour travailler, et à l'heure actuelle, donc, plus on crée de richesses, plus on consomme d'énergie, et comme on est encore fossile, plus on émet de gaz à effet de serre. Comme 80% de l'énergie est fossile. Ici, si on compare sur l'axe des X, c'est l'énergie consommée depuis 1965 jusqu'à 2019, et à droite, c'est la richesse produite. Donc c'est le PNB mondial. Vous voyez que c'est une droite. Plus on consomme d'énergie, plus on a de PNB. Mais plus on crée de richesse, plus on consomme d'énergie. Donc, à l'heure actuelle, richesse égale énergie égale émission de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'une transition est plus ou moins indispensable quand même, parce qu'avec le mix actuel, on a 80% d'énergie fossile. Ça veut dire qu'après, il faudra qu'on crée des richesses avec quelque chose qui ne fabrique pas de gaz à effet de serre. Si on regarde au niveau mondial les différents gaz à effet de serre qui sont émis, alors il y a le CO2 qui est bien connu, il y a le méthane, il y a du protoxyde d'azote et il y a des gaz fluorés. Donc le CO2, il est fabriqué par la combustion de toutes les énergies fossiles. Le méthane
également, mais il est aussi fabriqué, par exemple, par les décharges qui émettent du méthane, par l'agriculture, les rizières. Partout où il y a de la fermentation, ça émet du méthane. Le protoxyde d'azote, il est produit, par exemple, par la digestion microbienne du sol, dans le sol des engrais. Donc, en fait, ça, c'est les gaz qui sont dus spécifiquement à l'activité humaine. Donc, ces gaz-là sont émis par notre activité. D'où elles viennent, d'où viennent tous ces gaz? En majorité, ça vient de l'industrie et de la fabrication d'électricité. Dans l'industrie, l'extraction pétrolière, tout ce qui est la sidérurgie, la fabrication de ciment. Vous savez qu'il faut qu'on chauffe du calcaire pour faire du ciment, donc ça consomme des quantités d'énergie importantes. L'industrie chimique, toute l'industrie minière, le raffinage. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que pour l'industrie pétrolière, on a aussi beaucoup de pertes. On a des pertes sur le réseau de distribution, on a des pertes lors du raffinage. Donc, on a aussi des pertes qui sont liées des émissions qui sont liées simplement à l'exploitation de ces combustibles pour les mettre à disposition. Puis ensuite, on a 29% de ces émissions qui sont dues à la fabrication d'électricité. 21%, donc la majorité de ces émissions, c'est dû à des centrales à mazout. Et puis, des centrales à charbon. Et puis, si on regarde la performance environnementale de ces centrales, on voit qu'une centrale à charbon, elle produit environ 1 kg de CO2 pour 1 kWh d'énergie produite. Quand on imagine que 50% du parc mondial des centrales à charbon est situé en Chine, et que nous, on achète beaucoup de choses en Chine, ça veut dire que ce qu'on achète en Chine, en majorité, c'est fabriqué au carbone, c'est fabriqué au charbon, pardon. Et puis vous voyez effectivement que les centrales au gaz naturel et à pétrole, c'est quand même, elles sont responsables de moins de gaz à effet de serre parce qu'elles sont un peu plus efficaces. Ensuite de quoi, on a justement les émissions qui sont dues à l'agriculture. Donc 7%, c'est le bétail, la fermentation entérique des vaches, vous en avez entendu parler. Donc beaucoup, c'est des pets de vaches. Et puis il y a aussi une grande partie qui est liée, comme je vous ai dit, au protoxyde d'azote. Donc voilà. 15%, c'est dû au transport. 12%, c'est les transports routiers. 2%, c'est le trafic maritime. Et puis 1%, c'est l'aviation. Et le reste, c'est dû aux émissions des bâtiments, principalement par les chauffages. Alors en Suisse, où est-ce qu'on en est? J'ai fait le même camembert, j'ai mis plus ou moins les mêmes couleurs. Alors on voit que l'industrie, on est dans la plaque, on est à peu près à la même chose. L'agriculture, on est un petit peu plus bas. Les transports, on est plus élevé. Et puis les ménages et les services, c'est ce qui correspond aux buildings de l'autre côté. Donc voilà. Et maintenant, vous vous dites, il manque un truc là-dedans. L'électricité, elle n'est pas là. Alors, je vais peut-être juste revenir après là-dessus. Mais vous voyez qu'en Suisse, la part des transports, elle est très, très élevée. Et puis, si on regarde la part de chacun des modes de déplacement, si on voit que la voiture de tourisme, ça représente les 3/4 des émissions qui sont dues au transport. Voiture de tourisme individuelle, à essence, à diesel et tout ça. Les camions, c'est 12%. Les camionnettes, donc, si on prend les camions et les camionnettes, on peut dire que c'est le transport de livraison en général. Les bus et les motos, c'est 2%. Donc la production énergétique en Suisse, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'émissions là-dessus? C'est parce qu'elle est en grande partie renouvelable. Donc à 70%, elle est renouvelable. On a les centrales au fil de l'eau, on a les centrales à accumulation, donc ça c'est les barrages. On a 6% d'énergie renouvelable, et puis on a des centrales thermiques, par exemple, celles qui fonctionnent au bois, ou bien celles qui incinèrent les ordures ménagères, qui sont appelées maintenant des centrales de valorisation thermique des ordures. Et le reste, c'est les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires ne produisent pas de gaz à effet de serre. Après, la question, c'est, ça a d'autres désavantages, les centrales atomiques. Mais on voit que, du point de vue climatique, c'est une solution qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Je ne vais pas me lancer là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache. Donc en fait, on se dit, on fait les malins. Notre énergie, zéro carbone. Le seul truc, c'est que ça couvre 95% de notre consommation énergétique. Puis, par exemple, quand il y a eu la guerre en Ukraine et qu'il y a eu des problèmes sur l'approvisionnement en gaz, pourquoi, diable, s'est-on retrouvé avec des pénuries énergétiques en Suisse? Parce qu'il y a une partie de notre énergie qu'on achète sur le marché européen. Et que nos voisins, par exemple l'Allemagne, produit la moitié de son énergie sur des carburants fossiles, et c'était vendu corps et âme au gaz russe à l'époque.
Ça veut dire que moins de gaz russe, moins d'électricité produite en Allemagne, et l'électricité qu'ils produisaient, eux, ils la gardaient pour eux. En Italie, c'est aussi produit en majorité au gaz. En France, c'est produit en majorité au nucléaire. Mais le problème, c'est que les centrales françaises étaient en maintenance pendant la pénurie énergétique. Donc nous, il a fallu qu'on fasse très attention. Et puis, pendant la période de pénurie, on a lancé plein de programmes pour qu'on fasse des économies et tout ça. À la fin, on a économisé 3,9% de notre électricité pendant la pénurie énergétique. Et puis, on a économisé, j'avais noté voilà, 15% de gaz par rapport à notre consommation habituelle. Alors, on a un peu baissé la température, puis aussi ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la bicombustion, on est passé du gaz au pétrole. Donc, moralité, voilà. Maintenant, pour ce qui est des objectifs de l'accord de Paris, c'est juste maintenant pour donner une idée de l'intensité des réductions qu'on va devoir faire. Donc ça veut dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'on agisse pour réduire ces gaz à effet de serre. Ici, vous avez, sur l'axe des X, vous avez le cumul des tonnes de CO2 qui ont été émises depuis le début à peu près de l'ère industrielle en 1850. Et puis à droite, vous avez le réchauffement moyen qui a été observé au niveau global. Ensuite, vous avez un certain nombre de scénarios qui s'appellent les SSP 1, 1,9, tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le SSP 1,9 qui est celui qui dit qu'on sera en dessous de 2 degrés de réchauffement en 2100. Donc en fait, on peut faire un truc facile. On regarde. À l'heure actuelle, on est là. On a augmenté d'à peu près 1,2 degré. On a émis environ 2400 milliards de tonnes de CO2. Si on veut arriver là, les accords de Paris, il faut qu'on arrive à 3000 tonnes avant 2100. Ça veut dire qu'il reste 600 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici 2100. Ça donne une idée. Maintenant, qu'est-ce que ça représente comme intensité de réduction ? On se dit, voilà, les émissions cumulées depuis 1850, on voit qu'il y a 75% qui ont été émises depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire 1725 gigatonnes. On se dit, bon, s'il faut qu'on en émette plus que 600, ça veut dire qu'on divise en gros nos émissions par 3. Parce que dans 1700 gigatonnes, il y a à peu près 3 fois 600 gigatonnes. Mais par contre, le problème, c'est que la population mondiale a aussi évolué. C'est-à-dire qu'en termes d'émissions par tête de pipe au niveau mondial, on est passé de à peu près 5 milliards d'habitants entre 1950 et 2020, et puis que les projections de l'ONU nous disent qu'on sera à peu près 10 milliards en moyenne d'ici l'an 2000. Donc ça veut dire qu'en gros, on fait une règle de 3. Nous avons émis 1750 gigatonnes entre 1950 et 2020, avec une population de 5 milliards sur 70 ans. Ça veut dire qu'en gros, on a émis 5 tonnes par habitant et par année. Si on fait le même calcul, ça veut dire qu'on aura le droit d'émettre 750 kilos par personne et par année. Donc ça veut dire 6 à 7 fois moins. Tous ces chiffres sont des ordres de grandeur. C'est que basé sur des estimations, mais ça donne une idée de l'intensité des actions qu'on devra faire. Après, il y a aussi une autre affaire, c'est que comme le pétrole n'est pas une ressource inépuisable, on est en train d'atteindre ce qu'on appelle le pic pétrolier. Donc le pic pétrolier, c'est le maximum de la courbe de l'extraction mondiale de pétrole avant qu'elle ne connaisse un déclin dû à l'épuisement progressif des réserves contenues dans le sous-sol. C'est le principe du tube de dentifrice. Au début, vous pressez, ça sort facile, puis quand à la fin, il en reste presque plus, vous devez y aller, puis vous prenez votre brosse à dents et tout ça. Donc c'est plus compliqué de l'extraire. Donc il en reste de moins en moins. Et puis ça, c'est la production de pétrole des 16 principaux pays fournisseurs de l'Union européenne, qui sont les mêmes que la Suisse, par exemple, et puis qui montrent les prévisions d'extraction pour les prochaines années. Donc vous voyez qu'en gros, en 2020, avant le Covid, on était environ à 52 millions de barils par jour. En 2050, on serait à peu près à 25-27. Donc ça veut dire qu'il y aura une diminution à peu près par 2 de la disponibilité du pétrole. Et puis, quand on regarde les deux courbes qui sont en haut, là, qui sont en rouge assuré et en rouge pointillé, ça c'est le pétrole de schiste américain. Le pétrole de schiste, c'est du pétrole qui n'est pas comme dans les autres gisements, qui est d'habitude comme dans une éponge. Donc on aspire et puis ça sort de l'éponge. Là, c'est dans une matrice qu'il faut qu'on casse.
Donc il faut qu'on fasse du fracking. Et puis ça, vous en avez entendu, c'est pas non plus très bon pour l'environnement. Donc en gros, le peak oil, il va faire que de manière mécanique, on va devoir diminuer notre consommation de fossiles. Donc la décarbonation va commencer en raison d'un approvisionnement de pétrole et de gaz en baisse. On aura toujours besoin de pétrole pour la pétrochimie. On a aussi un certain nombre de choses pour lesquelles on va avoir de la peine à remplacer les carburants fossiles. Le trafic maritime, les avions, en plus de la pétrochimie. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on continue à utiliser les carburants fossiles pour ces choses-là. Comme nous sommes prévenus, autant piloter cette baisse que de la subir. Parce que fondamentalement, ça, c'est en amont, on a le réchauffement climatique, puis en aval, il y a le fait qu'on ne va pas avoir ça. On ne va plus avoir de pétrole à disposition. Donc plus on anticipera le phénomène, plus nous serons en mesure d'utiliser le pétrole qui reste pour faire des choses intéressantes et intelligentes pour pouvoir assurer la transition énergétique, nous rendre indépendants de lui, et puis adapter notre économie sans lui. C'est-à-dire que s'il faut qu'on continue à créer de la richesse, comme à l'heure actuelle, on la produit sur la base de carburants fossiles, il faut qu'on fasse une transition pour trouver d'autres sources d'énergie primaire qui nous permettent d'être moins bloqués que si on n'avait plus de pétrole. Alors, et en Suisse, combien on émet de carbone? Donc, l'inventaire carbone, c'est ce qui prend en compte les émissions directes, ce qui est émis en tant que tel en Suisse. Donc, quand je fais un tour en voiture, quand je chauffe ma maison, ce genre de choses. On est à peu près à 4 tonnes de CO2 par habitant. Si on se compare avec le reste du monde, on se dit on est pas mal. Donc la moyenne mondiale, c'est 4,7, l'Europe, c'est 6,9, la Chine, c'est 8, les États-Unis, plus grand, plus beau, plus fort, 15 tonnes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas tellement à faire les malins, parce qu'en fait, ce qu'émet la Chine, c'est ce qu'ils émettent pour fabriquer les choses que nous, on achète. Donc en fait, c'est des émissions indirectes. Donc, c'est ce qu'on met dans ce qu'on appelle l'empreinte carbone. C'est-à-dire que l'empreinte carbone, ça veut dire qu'est-ce que ce que nous consommons, ce que nous achetons, ce que nous faisons représente au niveau mondial comme émission. Donc, on est en 12 et 14 tonnes, je vais trop vite, on est en 12 et 14 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par année. Donc, 4 en émissions directes en Suisse, et en 12 et 14 tonnes par année, par habitant. Alors, comment ça se répartit? Ça, on fait ça avec des coefficients d'émission, et puis, en gros, alors, c'est sûrement pas juste à 100%, mais en gros, on voit qui sont les gros joueurs en Suisse. On a la voiture, 14%. Comme je vous disais, on ne fabrique pas de voitures en Suisse. Il y a Sbarro qui en faisait du côté de Grandson, mais je ne sais pas s'il en fait encore beaucoup. Mais on les achète en Allemagne. Hein. En Allemagne, ils ont 50% de mix énergétique sur la base du carbone. Quand on achète une voiture 50% carbone. Si on l'achète en France, c'est mieux, du point de vue carbone. Hein. Si on l'achète en Italie, c'est un peu la même chose. Donc, par exemple, ce genre de choses, ça représente une bonne partie. C'est à peu près 14%. Vous voyez que le transport aérien, ça représente à peu près la même chose. Les Suisses, on aime beaucoup voyager en avion. Donc, on voyage plus que les Américains par tête de pipe, semblerait-il. Ensuite, dans le logement, le chauffage, c'est à peu près 13%. Et puis, un truc qui est intéressant aussi, c'est pour ce qui est de l'alimentation. Vous voyez, le bœuf et le veau, c'est 3,3%. Et puis, j'ai comparé ça, si on dit la production annuelle de bœuf et de veau, c'est 1. Vous allez sur le site viandesuisse.ch, vous trouvez tous les chiffres. Le nombre de tonnes qu'on fabrique de porc et de veau et de bœuf par année, c'est 1. Le porc, on en fabrique 1,79 fois plus, mais ça représente que 1% des émissions contre les émissions de bœuf, 3%. Et le poulet, on en mange un peu moins, mais ça représente vraiment beaucoup moins. Bon, vous me direz là au milieu, la santé. La santé, ça représente environ entre 800 kg et 1 tonne d'équivalent CO2 par habitant et par année. Donc c'est à ça qu'on va un petit peu s'intéresser. Si on prend la décomposition de l'empreinte carbone d'un hôpital, il y en a un qui est très en avance, c'est le HUG qui a fait ça. Donc en gros, le HUG, il émet en équivalent carbone par année 110 000 tonnes. Comment ça se répartit? Il y a ce qu'on appelle les émissions directes, comme je vous l'ai dit avant, hein, c'est les émissions dont on est purement responsable et qu'on réalise nous-mêmes. Le chauffage des bâtiments, c'est à peu près 16%. Consommation de gaz médicaux, techniques et réfrigérants. Les gaz d'anesthésie, c'est des gaz qui ont un très très fort effet de serre.
parce que c'est comme ça. Donc, en fait, on en utilise moins que le gaz pour chauffer les bâtiments, mais ça suffit pour représenter quelque chose. Il y a aussi un truc qui est rigolo, c'est les nébulisateurs pour l'asthme. Le gaz qu'on utilise pour pousser la substance active, c'est un gaz à effet de serre. Voilà. Ensuite, les bâtiments, l'électricité, le chauffage à distance, ça c'est combien émet le chauffage à distance qui chauffe nos bâtiments, et puis combien émet l'électricité qu'on achète. Et puis ensuite, c'est que ce qu'on appelle des émissions indirectes. Il y a les médicaments qui représentent une grande partie. Vous savez qu'on ne fabrique plus de paracétamol en Europe, donc on le fabrique en Chine ou on le fabrique en Inde, où ils ont des mix énergétiques qui sont différents. Pour fabriquer ces médicaments, il faut extraire des matières premières, il faut chauffer, il faut le transporter, il faut faire des réactions chimiques. Ça comporte vraiment beaucoup d'étapes et ça consomme pas mal d'énergie. Les articles médicaux et de soins, ça c'est les usages uniques. Mobilité, ça c'est mobilité professionnelle, c'est-à-dire les gens qui viennent au travail, les gens qui vont à des congrès, les bâtiments, les autres achats et les déchets. Donc en gros, on a ces trois scopes. On a le scope en direct où on émet environ 17% des émissions d'un hôpital. Ensuite, il y a le deuxième où on émet à peu près 5%. Et puis après, il y a toutes les émissions indirectes. Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'intéresse un peu. Et puis ça, il faut le diviser par 6, comme je vous ai montré avant. Donc comment faire ? Mathématiquement, c'est une fonction de coût. Vous savez qu'un coût, c'est un prix fois une quantité. Et bien, pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est la même chose. C'est une émission par unité fois une quantité de prestation. Donc, en gros, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc, c'est la consommation énergétique qui est minimisée pour un service rendu identique. Aujourd'hui, je vais peut-être revenir après là-dessus. Et puis ça, on l'atteint comment ? Il y a des améliorations de rendement, il y a des diminutions des pertes, il y a l'évolution technologique, il y a les changements de technologie. C'est quelque chose d'important, c'est un des objectifs de développement durable de l'ONU, mais c'est une composante de croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des voitures qui consomment autant qu'en 1980. La seule différence, c'est qu'elles font en 2 et 3 fois le poids qu'elles faisaient à l'époque. Alors, on a amélioré les choses, mais comme on améliore, on en fait plus. Donc, c'est une composante de croissance, ça, un peu. Est-ce que ça va suffire pour remplacer ces 80% d'énergie fossile ? Le temps qu'on le mette en place et tout ça, non. Est-ce que ça va suffire pour qu'on ne se retrouve pas confronté à cette diminution par 2 de la disponibilité des combustibles fossiles ? Vraisemblablement pas. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille aussi sur les prestations. Donc, c'est la quantité de prestations, c'est équivalent à une consommation de choses qu'on achète, et puis c'est équivalent aussi aux prestations qu'on va délivrer. Donc, diminuer la consommation, il faut supprimer les gaspillages, donc ça c'est le lean. Pour info, le lean, c'est qu'en fait, on veut utiliser juste ce qui est nécessaire pour fabriquer ce dont on a besoin. Rien de plus. Ça vient en fait du TQM, Total Quality Management, ou Toyota Quality Management, où en fait, le Japon, au sortir de la guerre, ils n'avaient plus de matières premières, ils n'avaient plus d'énergie, ils n'avaient plus de personnel. Donc en fait, ils ont dû se débrouiller pour mettre en place un système qui, avec ces 3 contraintes, ils réussissaient quand même à remonter leur économie. Donc maintenant, on change. C'est-à-dire qu'on prend la même chose exactement à l'envers, puis qu'on se dit, pour faire ce dont on a besoin, il faut qu'on utilise juste ce qu'il faut d'énergie, juste ce qu'il faut de ressources et juste ce qu'il faut de ressources humaines. Après, il y a une autre, alors ça c'est un concept politique, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'on peut faire un certain nombre de choix. Ça c'est une histoire, c'est la conviction individuelle. Par exemple, je vends ma voiture et je vais qu'en transport public. Ça c'est un choix, c'est moi qui ai décidé. Et puis ça veut dire que j'ai un impact environnemental qui est un peu plus bas. Mais ça je l'ai décidé. Quand je décide de faire du covoiturage pour venir au travail, c'est aussi un choix. Donc ça c'est quelque chose qui est librement voulu. Si on arrive à quelque chose d'un petit peu plus intense que ça, c'est ce qu'on appelle la pénurie. Donc je vous passe un petit peu la définition, mais la pénurie, c'est une pauvreté succédant à la richesse. Et puis ça résulte dans une désorganisation morale résultant de cet état de fait. Donc ça veut dire qu'on passe d'un système où tout est à disposition à un système où beaucoup moins de choses sont à disposition. Donc en fait, ça change tout. Et puis surtout, on n'a pas de choix. C'est imposé. Si on prend un exemple, à Portales, on a un certain nombre de places de parc.
On a augmenté le nombre de collaborateurs pour Thales parce qu'on a augmenté l'activité. C'est-à-dire que maintenant, il y a une pénurie de places de parc pour les collaborateurs. Ce n'est pas choisi. Donc, il y en a qui sont obligés de venir en bus ou de venir en vélo. Il y a ceux qui ont choisi de faire du covoiturage, où eux, ça, c'est de la sobriété. Mathématiquement, en Suisse, qu'est-ce qu'on estime comme contribution de chacune des choses? Donc, en gros, l'efficacité énergétique, on pense que ça devrait représenter les 2/3 du chemin. Et puis, la modification des quantités de prestations, ça va représenter à peu près 1/3. Alors, l'efficacité énergétique, c'est quelque chose où il faut prendre une décision et il faut avoir de l'argent. Du point de vue politique, au niveau suisse, si on veut changer, si on veut électrifier complètement notre système énergétique, il faut qu'on prenne la décision et puis il faut qu'on mette des francs dedans. C'est assez... Alors c'est dur de prendre des décisions, c'est dur de trouver de l'argent, mais si vous voulez, c'est assez simple quelque part. De l'autre côté, ça représente du changement. Il y a des changements des habitudes, il y a toutes les étapes. Vous connaissez les fameuses étapes du changement, où on s'énerve, on n'est pas d'accord, voilà. Il faut du jus de cerveau. Il faut réfléchir, il faut être capable de remettre en cause les acquis, il faut être capable de changer notre comportement, il faut être capable de changer notre perception du monde. Et puis, il faut savoir ménager, garder ses émotions, parce qu'il y a tout un composant émotionnel là-dessus. Si je dois renoncer à quelque chose, ou si je décide de renoncer à quelque chose, ou si ça m'est imposé par la Confédération, par le canton ou la direction de RHNE, eh bien, il y a quelque chose d'émotionnel qu'il faut aussi gérer. Alors, quelles sont les conditions cadres, quels sont les leviers d'action possibles pour un hôpital comme RHNE? Alors, il y a les conditions cadres nationales. Alors là, je ne sais pas si on peut y faire grand-chose. L'effet quantité, on ne peut pas continuer, si on veut décarboner l'hôpital, à avoir le même niveau de prestation. Il va falloir aussi qu'on absorbe le vieillissement de la population, donc on aura sûrement un peu plus de prestations à faire. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas décarboner la santé à prestations de soins égales, il faut privilégier la prévention. Donc il faut faire moins de gestes techniques, plus de prévention. On dit qu'un franc investi dans la prévention économise entre 5 et 8 francs dans les soins. Et puis la Suisse dispose d'un système de soins, c'est-à-dire qu'on vous soigne quand vous êtes malade, alors qu'elle devrait disposer d'un système de santé qui vous prend en charge pour que vous soyez en bonne santé toute votre vie. La LAMAL, c'est une loi de financement des soins, et c'est la seule loi fédérale qu'on a. J'ai fini. Aussi, non, pas tout à fait. Revoir le mode de financement. À l'heure actuelle, c'est la rémunération à la prestation. Donc plus on en fait, plus on est payé. Ça veut dire que si on a des choses qui ne sont pas tout à fait rentables, on va aller comme des fous dans les trucs qui sont super rentables. Donc ça a aussi une tendance inflationniste. L'effet qualité, donc évidemment la formation, il faut intégrer l'impact environnemental dans le secteur de la santé, il faut former les gens, il faut les sensibiliser à ça. L'autre chose, c'est la recherche et développement. Il faut intégrer la composante environnementale dans la recherche et le développement. C'est-à-dire qu'il faut intégrer, par exemple, l'empreinte carbone sur le développement de nouveaux traitements. La réglementation, intégrer l'impact environnemental lors de l'élaboration de normes et réglementations. Usage unique. On doit faire l'usage unique dans l'hôpital. On doit, par exemple, au bloc, maintenant, pour les dispositifs implantables, on doit utiliser des choses à usage unique, qui avant étaient dans des cassettes à vis, par exemple, si on prend des vis. Dans des cassettes à vis, maintenant, elles sont emballées individuellement dans des trucs qui font la taille d'un ragusa, à peu près. Et ça, c'est l'usage unique. Ça va devenir complètement obligatoire, c'est déjà plus ou moins imposé. Et du point de vue environnemental, il y a tout l'emballage, il y a la place que ça prend. Et puis quand on a pris la vis, et que c'est pas la bonne, avant on la remettait dans la cassette, on stérilisait tout le bazar, maintenant on la met à la poubelle. C'est juste un exemple pour dire qu'au niveau de la législation, il y a un certain nombre de choses qui sont... On parle aussi de nos centrales solaires. On avait notre site du LOC sur lequel on aurait pu mettre des centrales solaires. Elle est en zone UNESCO. La toiture de l'hôpital du LOC est en zone UNESCO. Ça veut dire que c'était plus possible de mettre des panneaux solaires à un prix raisonnable dessus. Social, économique, environnemental, nouveau opposé d'intérêt. Les leviers d'action au sein du RHNE, donc au niveau énergétique, efficacité énergétique, solutions techniques, économie en énergie, free cooling, véhicules électriques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit aussi avec l'évolution technologique chaque fois des appareils qui sont plus économes. Par exemple, on a changé tous les circulateurs de chauffage, ça a l'air de rien, mais ça tourne toute la journée. Et ça, si on en a qui sont plus économes, c'est mieux. On remplace tous nos éclairages, peut-être pas ici, par du LED. On met des détecteurs de présence pour que ça s'allume que quand il y en a besoin.
On a mis du free cooling. Alors, free cooling, c'est quoi? On a besoin de froid dans un hôpital pour refroidir soit nos appareils, soit pour refroidir l'atmosphère aussi dans un certain nombre de pièces. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? Enfin, on faisait, c'est qu'avant, on avait des machines à froid comme des frigos, donc ça prend de l'énergie, ça prend de l'électricité, ça fabrique du froid. Il faut qu'on dissipe la chaleur que fabriquent ces appareils, et puis à la fin, du point de vue environnemental, c'est un peu difficile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a presque inventé l'eau tiède. On a mis un grand réseau dans l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, par exemple, et puis on récupère la chaleur, on fait passer ça sur le toit de l'hôpital dans des serpentins, on souffle dessus, puis en gros, on dissipe la chaleur dans l'atmosphère vivifiante de la Chaux-de-Fonds. Quand il commence à faire un petit peu plus chaud, ce qu'on fait, c'est qu'on pulse de l'eau dessus, on projette de l'eau dessus, on a récupéré cette eau de pluie, puis en fait, c'est comme quand vous transpirez et que vous soufflez, vous sentez que ça fait du froid, parce que quand l'eau s'évapore, c'est un processus endothermique, donc ça prend de la chaleur. Ce qu'on a fait à Portales, c'est qu'on a une sonde lacustre, donc au large de la station d'épuration, il y a une sonde à 37 mètres de profondeur qui pompe l'eau du lac et puis qui nous amène le frais du lac pour rafraîchir le bâtiment. Ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a acheté un véhicule électrique. On a peu de véhicules électriques. En mesure d'économie, on ne les change pas tout le temps. Donc, à l'heure actuelle, on a acheté un véhicule électrique et on est en train aussi d'installer des bornes de recharge. Si vous trouvez que ça va trop long, vous pouvez engueuler le type là-haut. Diminution des pertes aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a isolé les bâtiments, on a changé toutes les vitres à la Chaux-de-Fonds, enfin une bonne partie des fenêtres qui dataient de 1966 ou de 1980. On a isolé le toit de l'hôpital du Loc, du Val-de-Rue. On a mis des stores ici, là-bas, pour protéger aussi l'intérieur du bâtiment du rayonnement solaire, c'est-à-dire qu'on se protège pour éviter de dissiper du froid, mais du chaud, pardon. On s'isole également pour empêcher le chaud de rentrer, qui fait trop chaud dedans, qu'on aurait besoin d'air conditionné, qui consommerait de l'énergie. Donc il y a aussi cette partie-là que l'on fait. Et puis on a aussi analysé, là c'est lui qui a fait, on a analysé tous nos systèmes de fluides, parce qu'en fait un système d'air comprimé, si vous avez des fuites dessus, en fait vous fabriquez toujours de l'air comprimé pour des plumes. Et puis on fait aussi ce qu'on appelle la gestion, comment ça s'appelle? Le moniteur, non, le... Hein? Ouais, ça veut dire quoi? Voilà. Donc on fait ça de manière électronique pour mieux gérer justement nos bâtiments. Et puis, levier d'action aussi, efficacité énergétique, sources renouvelables. Donc on a mis des centrales solaires sur nos bâtiments. On couvre à peu près 7% de notre consommation avec ça. On a un projet sur le parking de la Chaux-de-Fonds de mettre des ombrières solaires avec Vitéos et la ville de la Chaux-de-Fonds. Ça rajouterait 20% de consommation de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds qui serait renouvelable. Et puis, on va se brancher au chauffage à distance de la Chaux-de-Fonds. Donc, c'est valorisation thermique des déchets, qui est considérée comme à 60% renouvelable. Donc, on va arrêter de brûler du gaz, mais on va utiliser la centrale thermique de la Chaux-de-Fonds. Et puis, ici, à Neuchâtel, il y a Vitéos qui a un projet où, en fait, ils vont utiliser l'eau du lac pour nous chauffer, donc avec des pompes à chaleur. Là, en l'occurrence, l'illustration, c'est l'hôpital d'Estavayer qui se chauffe depuis 2 ans avec de l'eau du lac et des pompes à chaleur. Et finalement, je vous montre un dernier diapositive. Ici, une dernière photo. Ici, à gauche, vous avez le toit de la chaufferie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, où vous avez les dispositifs de free cooling qui sont là. Ces dispositifs, il faut pomper, on utilise quand même un peu d'énergie. Et puis à droite, vous avez la tour de la chaufferie sur laquelle il y a des panneaux solaires. Et ce qui est beau, c'est que l'énergie produite par les panneaux solaires compense complètement l'énergie qui est utilisée par notre système de free cooling. C'est-à-dire qu'en été, quand il fait trop chaud, on a quand même une machine à froid qui se met en marche. Et puis qu'en fait, la production de cette tour-là, elle permet de compenser complètement la consommation du free cooling. On économise l'équivalent de environ 180 ménages en électricité avec le système de free cooling. Et en plus, là, il est gratos au niveau énergétique, vu qu'on le fabrique avec du photovoltaïque. C'est le petit Jésus en culotte de velours. Maintenant, on a passé l'efficacité énergétique. Maintenant, il y a le côté quantité. Donc, les ressources, Jean-Luc en parlera après, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais les consommations, donc il faut qu'on diminue un petit peu, il faut qu'on normalise tout ce qu'on achète.
C'est-à-dire qu'on va acheter qu'une seule sorte de seringue, on va acheter qu'une seule sorte de suture, on va acheter une seule sorte d'implant pour vraiment normaliser ça, pour qu'on ait le moins de gaspillage possible. Les achats durables, donc il faut qu'on certifie nos fournisseurs, qu'on fasse des analyses de cycle de vie. Est-ce qu'on choisit de l'usage unique ou on choisit quelque chose qu'on va restériliser si on a encore le droit de le faire? Là, il faut qu'on analyse le cycle de vie, savoir qu'est-ce qui est le moins dommageable environnementalement. Recyclage, élimination, ça, on continue à le faire. Puis les processus d'exploitation, donc l'optimisation des flux, du fonctionnement, comme je vous l'ai dit avant. La médecine durable, éco-conception des soins. Alors là, on pourrait faire un jeudi du RHNE en entier là-dessus. Donc l'éco-conception des soins, c'est... Jean-Luc en reparlera, donc je vous laisse le teasing. Les éco-gestes individuels, c'est que chacun, on doit quand même amener un peu notre pierre à l'édifice. Transport et organisation, rationalisation, mode de transport, plan de mobilité. On est en train d'essayer de mettre en place un plan de mobilité pour qu'on essaye de diminuer aussi l'impact environnemental de nos trajets pendulaires. Si on imagine le bâtiment, enfin l'organisation spatiale de RHNE, le fait qu'on ait un hôpital ici, qu'il y ait un hôpital en haut, qu'il y ait un hôpital au Val-de-Rue, qu'il y ait un hôpital au Locle et même au Val-de-Travers, ça veut dire qu'on fait beaucoup de pigeons voyageurs là au milieu. Donc s'interroger là-dessus. Et puis en conclusion, vous y êtes enfin, la transition énergétique, il faut qu'elle s'opère pour qu'on atteigne les accords de Paris. Donc, comme je vous ai dit, changement climatique, je ne m'appesantis pas. Elle passera par des mesures d'efficacité énergétique, des changements de comportement et des changements d'organisation. On va investir dans l'efficacité énergétique, j'espère que le pays le fera aussi, mais on va avoir sûrement quelques changements de comportement individuel, puis quelques deuils peut-être de notre confort parfois à faire. L'efficacité de l'architecture de notre système d'organisation doit être revue avec un objectif de fonctionnement bas carbone. C'est-à-dire que l'hôpital, il faut aussi qu'on s'embarque là-dedans parce qu'un individu, il fonctionne dans une infrastructure sur laquelle il n'y a pas d'influence. C'est-à-dire que vous, si vous êtes parfaitement vertueux du point de vue environnemental, que vous triez tous vos déchets, que vous achetez qu'en vrac, que vous venez qu'à vélo, que vous achetez que des habits de seconde main et tout ça, si vous êtes très décarboné et puis que vous vivez dans un système carboné qui a encore un impact élevé, eh ben, en fait, vous n'allez pas avoir une grande baisse de votre impact carbone, de votre empreinte carbone. Donc ça veut dire que l'hôpital, c'est un élément du système. S'il est performant en termes de système, en termes de carbone, le système, il sera efficient en termes de carbone. Agir maintenant, ça permet à notre système d'être résilient, de mieux résister aux évolutions futures en termes de climat, de mise à disposition de technologies décarbonées et de sécurité énergétique. Quand on a eu les pénuries, vous avez vu dans quelle panade on s'est retrouvé. Pour info, avec l'augmentation des coûts, on a eu une augmentation entre l'année passée et cette année, on a une augmentation de 1 700 000 francs de coûts d'achat de gaz et d'électricité. Gilles vous montrera, on a quand même réussi à baisser notre consommation électrique parce qu'on a mis des centrales solaires. Donc en gros, préparons-nous à ça, profitons de ce qu'on a aussi en Suisse à disposition, tout ce qui est, vous savez qu'on est un des pays les plus innovants, le nombre de brevets déposés par tête de pipe est sacrément élevé, donc préparons-nous à ça, profitons de toute notre avance technologique pour aussi la distribuer et puis pour pouvoir transformer notre système économique pour que le jour où il n'y a plus de pétrole, on ait un système économique qui puisse fonctionner sans pétrole. Donc voilà, et puis l'idée, c'est de maintenir une économie créant suffisamment de richesses pour les besoins de tous, tout en protégeant nos ressources. Donc c'est le développement durable. Voilà. J'en ai fini. La vache. J'espère qu'il vous reste un peu d'énergie. J'ai bien tout retenu parce qu'on fera un quiz à la fin. Hein. C'est intérêt à avoir bien écouté, Jérôme. Moi, je vais devoir aller un peu plus vite, je pense. Je ne vais pas forcément passer à travers tous mes slides, sinon ça va être trop long. Pas de souci. Donc, l'idée, c'était de maintenant, pas se focaliser sur l'énergie, mais sur plutôt la politique qu'on veut mettre en place en termes de responsabilité sociétale au RHNE et que je vous explique un petit peu, en gros, de quoi il s'agit. Donc, moi, je suis là depuis la fin de l'année passée, avec comme mission de mettre en place cette politique. Je voulais faire d'abord un petit point météo, après je vous expliquerai ce que c'est la responsabilité sociétale, et puis à la fin, si j'ai encore le temps, un petit zoom sur la partie plutôt soins. Ça, c'est des infos que vous trouvez sur le site Météo Suisse. Si vous tapez CH 2018, je trouve intéressant de le mentionner.
C'est des simulations qui ont été faites donc, par l'Office de la météorologie et la météo suisse sur les données 2018 et qui montrent un petit peu quels sont les effets avec différents scénarios. Il y a des films que vous pouvez voir. Quels sont les effets en 2060 si on ne fait rien. Et on voit les augmentations de température estivale qui prendraient encore 2,5 à 4,5 degrés par rapport à aujourd'hui, aux années 2010. Voilà, donc des étés plus secs, des fortes précipitations, des journées tropicales et moins de neige en hiver, ça on le sait déjà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que... Oups, ça vient comme ça. Hein? Il y a des slides qui sont partis? Ah ok, alors, je ne sais pas. On m'a bougé ma présentation, je ne savais pas. Ah d'accord, ok. Je ne savais pas. Bref, après, si vous regardez sur le site, il y a un focus sur Neuchâtel. On peut vraiment voir l'aspect régional, si on fait ou si on n'agit pas sur le climat. Il y a des impacts sur les infrastructures aussi. Hein, on se souvient de ce qui s'est passé l'année passée à la Chaux-de-Fonds. Voilà, il y a des aspects très concrets de ce qui peut se passer avec des amplifications de phénomènes météorologiques. Et il y a des aspects humains aussi, puisque ça peut décoiffer certaines personnes. Une stratégie climatique, elle a deux volets. Ça, je pense que c'est important de le dire. Il y a un volet adaptation, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, il est déjà là. Il va s'amplifier quoi qu'on fasse. On veut essayer de le maintenir en dessous de 2 degrés en 2100, mais d'ici là, les températures elles vont de toute façon augmenter. Donc, il faut adapter notre façon de fonctionner. Et on peut anticiper, on peut être réactif, on peut y aller par incrément ou on peut transformer les choses. Voilà. Il y a une stratégie d'adaptation à faire. Et puis, il y a, comme on l'a dit, une stratégie de réduction qui est bien sûr essentielle pour limiter les dégâts. Voilà. Donc, la responsabilité sociétale, de quoi on parle? Je mets responsabilité sociétale les organisations, puisqu'on n'est pas une entreprise per se, on est une organisation. Donc, c'est la prise en compte par les entreprises et les organisations des impacts sociaux, environnementaux, économiques, de leurs activités sur la société et sur l'environnement, et leur contribution au développement durable. Donc, nous, on ne fait pas du développement durable, c'est les États, les pouvoirs publics qui font du développement durable, nous, on y contribue. C'est formalisé dans une norme ISO, une norme internationale, l'ISO 26000, qui donne toutes ces définitions et un périmètre d'action. Et puis, ça implique d'intégrer dans les actions et les préoccupations de l'organisation toutes les problématiques des parties prenantes, c'est-à-dire tous les gens qui gravitent autour de notre organisation, qu'on les intègre dans notre réflexion. J'y reviendrai. Et puis, on répond comme ça aux 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU. Donc, en gros, on a une approche systémique de la responsabilité sociétale et on contribue au développement durable. Là, c'est une vision vraiment de l'ISO 26000, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qui est important, c'est vraiment, au cœur de l'ISO 26000, il y a vraiment ce dialogue avec les parties prenantes, qui est un élément essentiel. Les parties prenantes, ça peut être les patients, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les employés, les collaborateurs. Je voulais donner un petit aperçu du cadre législatif et réglementaire qui nous impacte. Rappeler que le RHNE est un établissement autonome de droit public. Au niveau fédéral, il y a différentes lois qui nous impactent. Il y a une loi sur le CO2 qui avait essayé d'être réformée il y a quelques années et puis ça n'a pas fonctionné. Il y a un nouveau projet qui est sur la table, qui vient d'être validé par les chambres pour faire une mise à jour de cette loi à partir du 1er janvier 2025. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, ça devrait rentrer en vigueur avec quelques améliorations relativement modestes. Et puis, quand cette loi a été mise en place en 2008, a été mise en place une taxe sur le CO2 que tout à chacun on paye, les privés comme les entreprises. Le RHNE aussi. Par exemple, en 2023, sur notre consommation de gaz, on a payé 222 000 francs de taxes. Il y a un effet de récupération, on récupère 150 000. Pour net, c'est à peu près 70 000 francs que ça nous coûte sur un exercice. La Suisse a une stratégie climatique adaptée de l'accord de Paris, donc, qui vise un net zéro d'émissions en 2050. La loi climat, Jérôme l'a mentionné, qui a été acceptée l'année passée, qui a un certain nombre de conséquences. Et puis, depuis peu de temps, on en parle beaucoup dans le monde des entreprises aujourd'hui, il y a un article 964 dans le Code des obligations qui oblige maintenant les entreprises d'une certaine taille, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, à reporter chaque année, à faire un rapport extra-financier à divulguer les informations climatiques, comment eux, ils impactent le climat et comment le climat les impacte. Voilà, on voit que ça a des conséquences très concrètes sur les entreprises. Et puis, il y a des choses qui évoluent encore. On va voter très prochainement au mois de juin sur une loi sur l'énergie et l'approvisionnement de l'électricité. On a tous entendu parler. Et puis, il y a une initiative pour un fonds climat qui a été déposée récemment, qui a abouti, donc sur laquelle on devrait voter bientôt. Je ne sais pas quand, mais prochainement. Et puis, voilà, c'est une initiative pour financer un fonds
pour investir massivement dans les énergies renouvelables. C'est estimé à quelque chose comme 430 milliards de francs sur 25 ans, donc c'est énorme. Mais pour rendre vraiment les énergies renouvelables quasiment gratuites une fois qu'on a fini l'investissement en termes d'usage et rendre à ce moment-là les énergies fossiles redondantes. Au niveau cantonal, il y a un plan climat neuchâtelois qui est plus ambitieux que le plan climat suisse, puisqu'il vise une neutralité carbone en 2040 et pas en 2050. Et puis, il y a une loi sur l'énergie, une stratégie de développement durable. Et il y a une loi de santé et de planification hospitalière qui nous concerne très directement. Bon, la prochaine mouture intégrera des critères de durabilité. Au niveau international, il y a l'accord de Paris. Je voulais juste rappeler que c'est un accord juridiquement contraignant que la Suisse a signé. Donc, on s'est engagé juridiquement à respecter cet accord. Puis après, il y a différentes autres choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, il y a différents éléments au niveau international que la Suisse reprend assez régulièrement. Et puis, je saute peut-être au dernier point. Il y a une réglementation sur les dispositifs médicaux au niveau de l'Union européenne, sur laquelle la Suisse est basée pour sa propre législation sur les dispositifs médicaux. Et c'est ces législations qui nous empêchent quelque part de réutiliser un certain nombre d'équipements et qui nous forcent à aller dans le jetable. Pour l'instant, en tout cas. Je vais assez vite. Et puis vous avez vu récemment qu'il y a eu un arrêt de la Cour des droits de l'homme au niveau européen qui a condamné la Suisse pour une action climatique. Et voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça met bien en lumière ces problématiques. On ne va pas assez vite. Ça inspire les dessinateurs de Vigous au passage. Un des objectifs de cette politique RSE, c'est d'établir un rapport, on publie un rapport de manière volontaire. Et puis, quels sont les objectifs d'un rapport RSE ou durabilité? C'est de la transparence, la redevabilité. C'est-à-dire qu'avec un rapport comme cela, on peut indiquer aux gens qui vont nous lire ce qu'on fait, quels sont nos impacts et comment on les prend en compte. C'est un outil de communication avec nos parties prenantes. Ça permet une gestion des risques et des opportunités puisque ça met en lumière un certain nombre de choses sur lesquelles on va après s'engager à suivre d'année en année. Et puis, c'est un outil d'amélioration continue. Il y a un élément essentiel aussi des normes ISO, de continuellement s'améliorer. Et puis, finalement, ça crée de la valeur à long terme puisque ça renforce la solidité de l'organisation. Et par exemple, aujourd'hui, on sait que les jeunes générations sont très sensibles à ces thématiques. Donc, pour continuer à être un employeur attractif, ça fait partie un petit peu des enjeux. Qu'est-ce qu'il y a dans un rapport RSO? Les objectifs, les enjeux stratégiques qu'on se fixe. La politique RSO d'ensemble et puis différentes politiques qui vont sous-jacentes. Par exemple, les achats responsables, ça serait une politique en tant que telle. Des plans d'action, des mesures et puis des indicateurs pour qu'on puisse suivre les progrès. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Qu'est-ce qu'on a commencé à faire au RHNE et qu'est-ce qu'on va s'engager à faire? En cours d'élaboration, Gilles en parlera tout à l'heure s'il lui reste un peu de temps, le programme ANEC de performance énergétique. Donc on travaille sur ce que vous a dit Jérôme en termes de performance énergétique. On a démarré un bilan carbone de l'institution. Donc quelle est notre empreinte carbone au niveau institutionnel? Là, on est dans la phase collecte des données qui est la phase la plus longue. On va récolter les données pour pouvoir mesurer nos impacts, comme l'a fait le HUG. Jérôme vous a montré tout à l'heure. Et on travaille donc sur un plan de mobilité au niveau des collaborateurs. Prochaine étape, pour moi, comme je vois les choses, c'est de préparer un rapport RSO qui n'est pas juste une finalité d'avoir un rapport au bout de course, mais qui est un processus. Et dans ce processus, on va avoir une approche participative, embarquer les collaborateurs qui vont bien travailler avec nous, avoir des ambassadeurs dans les départements, cartographier et dialoguer avec nos parties prenantes. C'est extrêmement important d'identifier quelles sont nos parties prenantes et comment on engage un dialogue avec elles. Ça peut être par exemple une association de représentants de passion. Une approche de matérialité, donc c'est quels sont les enjeux prioritaires sur lesquels on veut agir, pour nous et pour les parties prenantes, et quand on décide sur lesquels on veut travailler. Une analyse maturité de notre gouvernance, ça passerait par la mise en place d'une commission et de groupes de travail, formaliser une feuille de route, et puis chiffrer et valider des objectifs. Et puis ensuite, des indicateurs, de pouvoir les suivre, et un alignement avec la stratégie institutionnelle d'ensemble de l'institution. Et puis des actions de sensibilisation du personnel et des patients, ça pourrait être mis à un autre endroit, parce qu'on va le faire un peu en cours de route. Mais c'est aussi un élément extrêmement important, comme Jérôme l'a dit déjà tout à l'heure. Il y a 3 types d'actions qu'on peut prendre pour atteindre ces objectifs: organisationnels, techniques, on en a beaucoup parlé, et aussi comportemental, on en a parlé un petit peu. Et puis la partie amélioration continue, je ne rentre pas dans le détail. Là, on a déjà pas mal parlé aussi. Donc les axes vraiment prioritaires pour nous, c'est énergie, mobilité, alimentation, qui a un impact important aussi, gestion des déchets, recyclage,
On voit qu'il y a un axe environnement, il y a un axe ressources humaines, par exemple, et puis un axe achat responsable. Et là, c'est des exemples d'indicateurs qui peuvent être mis en place dans une entreprise lambda, pas nécessairement pour un hôpital en particulier. Et puis, il y a la partie soins durables, qui est quelque chose de transverse. Finalement, dans les soins durables, on retrouve un petit peu tout ça, mais avec un accent sur lequel je reviens tout à l'heure, et qui est vraiment une partie essentielle et qui nous distingue comme hôpital. Je ne vais peut-être pas passer sur celui-là. Juste pour vous dire aussi qu'il y a un cercle des soins durables qui s'est créé au RHNE en mai 2023, donc il y a bientôt une année. On a une équipe médico-soignante, un médecin et différents soignants, bientôt 2 médecins et différents soignants qui sont impliqués dans ces thématiques et qui veulent, qui font des campagnes d'information, qui passent des messages. Et on essaie justement d'avoir des gens avec nous pour relayer sur le terrain. Et puis dans leurs objectifs, faire un bilan CO2 dans les unités de soins. Ça serait une prochaine étape pour diminuer les impacts et puis avoir une vraie culture de transition écologique au niveau des soins. Et puis tous les aspects de sensibilité, par exemple, on a un sage-femme qui anime les fresques du climat et par exemple, toute la direction des soins. Et tous les cadres des soins ont déjà fait une fresque du climat. Ça, c'est des actions qui sont déjà prises et en partie faites. Et puis là, je passe rapidement sur le fait qu'on a aussi des collaborations interhospitalières. Donc, on a un réseau de mon type de poste dans les différents hôpitaux romans où on se réunit tous les 3-4 mois pour discuter, pour échanger. Donc, on n'est pas juste au RHNE, on travaille avec le HUG, avec le CHUV, avec Morges, etc. Il y a un réseau de soins durables aussi romans qui a vu le jour récemment, une initiative du HUG et du RHNE. Il y a un premier colloque qui a été fait à Genève il y a à peu près un mois. Donc là, c'est vraiment la partie soins, où on mobilise des médecins et des soignants sur ces thématiques. Il y a un groupe durabilité aussi qui existe pour les hôpitaux universitaires, donc on n'en fait pas partie, mais on entend un petit peu ce qui se passe. Et puis à Genève, il y a un Geneva Sustainability Center qui vient d'une association internationale d'hôpitaux et qui propose par exemple des formations pour les dirigeants des hôpitaux romans en termes de gouvernance responsable ou de durabilité, et qui est une initiative qui a été prise en partie par les HUG. Enfin, ça vient un peu des HUG, cette initiative. Je m'arrête sur cette partie-là, RSO, et puis combien de temps restait-il? Pas beaucoup. On a déjà dépassé le timing. Donc là, je vais aller vraiment très très vite. Peut-être qu'on refera une séance vraiment soins durables. Je pense que ce serait peut-être plus raisonnable. Mais juste pour dire, voilà, un petit focus sur la partie soins. Ce graphique, juste pour montrer que la Suisse est un des pays qui a la meilleure qualité de soins et un des meilleurs accès aux soins. Là, on est tout à droite, mais on est aussi tout en haut. C'est-à-dire que pour faire ça, on est le pays qui a le plus de dépenses énergétiques pour arriver à ce résultat. Et si on regarde par rapport à d'autres pays, comme, je ne sais pas si on prend par hasard la France, qui a aussi une qualité de soins et un accès relativement bon, un petit peu moins bon que nous, mais quand même bon, et par contre qui dépense nettement moins en énergie. Donc on peut expliquer ça par la densité forte du réseau hospitalier suisse, par exemple. Donc on voit qu'on est, de fait, gros émetteurs. L'Académie suisse des sciences médicales s'est positionnée sur ces thématiques. Je vais vite, mais en gros, voilà, c'est aller dans la démarche de l'éco-conception des soins. Ça demande de la gouvernance, ça demande du financement et de la formation, par exemple, des professionnels de santé. Les éléments dont il faut tenir compte au niveau de la santé, il y a les impacts démographiques, l'espérance de vie, on en a un petit peu parlé. Il y a des impacts économiques et financiers qu'il ne faut pas oublier. Il y a la transformation numérique, l'intelligence artificielle qui va être un game changer aussi pour le monde des soins. Et puis, on impacte l'environnement, mais on est aussi impacté, puisque tous ces problèmes de dérèglement climatique vont impacter directement notre système de santé. Et si on regarde une étude qui a été faite aux États-Unis, quelles sont les conséquences un peu du réchauffement climatique? Plus de pollution, plus d'allergies, plus de problèmes cardiovasculaires, l'immigration, les problèmes de santé mentale avec les gens qui sont éco-anxieux, par exemple. Donc, il y a des effets vraiment très directs. Et puis nous, on va être en première ligne de ces effets pour soigner la population. Donc, on est à la fois un gros émetteur, mais aussi on va être directement impacté par ces changements. Quelques leviers d'action, donc je vais vite, parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Bilan carbone, donc c'est de le faire plutôt au niveau des unités, des analyses de cycle de vie, on en a parlé. Je vais juste dire sur le dernier, qui est la déprescription. Donc, promotion de la santé, on a parlé de prescription, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, il y a peut-être certaines fois des médicaments qui sont prescrits un peu inutilement, voire à contre-usage. Et puis, c'est de réfléchir à un changement comportemental à la fois des soignants et des patients pour aller vers moins de prescriptions de médicamenteuses, par exemple. Et il y a pas mal d'études qui montrent que jusqu'à un quart des soins, ça c'est assez international, ça s'applique complètement à la Suisse, jusqu'à un quart des soins sont inutiles, voire néfastes pour le patient. C'est une réflexion qui est à avoir là-dessus. Et donc, l'idée d'aller vers une éco-conception des soins. Je vais sauter celui-là, je crois.
un exemple, peut-être je vais juste prendre celui-là, un exemple d'analyse de cycle de vie et puis qui peut orienter un achat, par exemple. Ça, c'est des inhalateurs. Vous voyez, 3 produits qui, a priori, ont un petit peu le même but. Hein. Et puis, vous en avez les 2 à gauche qui sont des inhalateurs qui fonctionnent avec de la poudre sèche. Et puis le dernier, qui est un inhalateur qui fonctionne avec un gaz propulseur. On en a parlé un peu avant. Et on voit que l'impact carbone de ce dernier est sans commune mesure avec les autres. Donc, quand un médecin choisit un médicament à prescrire, ça peut être un axe d'analyse pour dire on va prendre celui-là et pas celui-là. Ça, c'est directement une illustration d'une analyse de cycle de vie pour un médicament. Ça en est un autre, mais je vais le sauter. Et puis, je crois que je vais sauter aussi ça pour laisser un petit peu de place à Gilles. Ouais, non, je vais très rapidement dessus. C'est le dernier, je vais rapidement dessus. Smarter Medicine, c'est des pratiques qui incluent une pratique sur l'évidence. Et puis, Choosing Wisely, c'est une initiative qui est née aux États-Unis, une association qui s'est créée en Suisse, donc qui promeut un peu justement cette médecine responsable. Le RHNE en fait partie. Et puis, un exemple au HUG de Genève qui a appliqué ce concept de Smarter Medicine aux soins intensifs. Donc, ils ont fait une analyse, ils ont choisi 10 thèmes sur lesquels ils peuvent agir. Et là, on en a 3. Ils ont travaillé sur la sédation profonde pour avoir moins de patients sous ventilation mécanique. Les examens complémentaires, les réduire. Ils se sont aperçus qu'il y a beaucoup d'examens qui sont faits, des fois 7, 8 fois dans la journée, plus pour rassurer le soignant que pour le patient. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été menées pour réduire un petit peu ce volume de soins. Et puis, ça a des effets très concrets en termes d'économie. Et ils ont calculé, par exemple, en revoyant un petit peu leur approche, un patient peut-être peut rester un jour de moins en soins intensifs, et puis un patient un jour de moins en soins intensifs, c'est quasiment 8 kg de déchets économisés, et c'est à peu près 180 kg de CO2. Par contre, et je termine avec ça, il y a un impact financier, parce qu'aujourd'hui, le système financier des soins hospitaliers, c'est des forfaits. Donc, si on a un jour de moins d'hospitalisation, soit ça n'a aucun effet, finalement, on facture la même chose, soit selon où on est sur les marges, ça peut avoir un effet néfaste pour l'hôpital. Donc, il y a toujours une réflexion économique et financière qui reste en aval de la réflexion. Je termine avec ça. Je ne sais pas si on a encore le temps pour Gilles. Mais... Ouais. Okay. Alors, je te passe la parole. Alors nous, on va parler plutôt des énergies qu'on utilise directement sur le réseau hospitalier neuchâtelois. Le réseau hospitalier neuchâtelois, c'est 4 sites éligibles en tant que grands consommateurs. Donc on a l'hôpital de Portalès ici, on a l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, l'Andailleux et le Locle. La définition d'un site grand consommateur, c'est des sites qui consomment annuellement plus de 5 gigas de kilowattheures thermiques pour le chauffage ou 0,5 gigas d'électricité pour l'utilisation. Un site identifié comme grand consommateur doit engager des efforts économiques et d'énergie les démontrer. Juste passer un petit coup sur l'historique. Entre 2008 et 2018, le RHNE, nous étions soumis aux grands consommateurs du canton de Neuchâtel. Le principe, c'était le but à atteindre, c'était l'économie d'énergie d'environ 10%, essentiellement sur l'optimisation du fonctionnement des installations. Le principe de fonctionnement de la convention était de relever l'état de consommation énergétique durant la première année de l'entrée en vigueur de la convention, c'est ce qu'on appelle l'année de référence, puis comparer ensuite l'évolution de nos consommations chaque année au regard de l'année de référence, c'est ce qu'on appelle le monitoring, la surveillance. Nous devons monitorer nos installations pour pouvoir vérifier leur fonctionnement et de pouvoir garantir que les mesures d'amélioration prises soient efficaces et, dans le cas contraire, réaliser d'autres modifications d'amélioration. Le monitoring commence par le relevé hebdomadaire de tous nos compteurs. Depuis 2018, le programme Gros Consommateurs a été repris par la Confédération, ce qui implique... ils ont créé ce qu'on appelle la convention d'objectifs auprès de l'agence l'AENEC. C'est les économies d'énergie qu'on peut réaliser. C'est sur une durée de 10 ans. Les objectifs à atteindre pour 2028, c'est une amélioration de 11% de l'efficacité énergétique, une diminution de 9% de l'intensité de CO2. Et j'essaie d'aller trop vite, Les objectifs fixés par la Confédération étant de plus stricts que ceux du canton, RHNE ne peut se contenter d'optimiser par des réglages, mais doit actualiser des équipements
des infrastructures impliquant des investissements significatifs. La petite explication sur la INEC, donc c'est une roue, on fait un check-up des installations, on le contrôle en monitoring, on conclut des conventions qu'on peut atteindre, des objectifs qu'on peut atteindre, et après on le suit, on le maintient pour vérifier que nos améliorations sont atteintes. Nous devons aussi passer par la communication et potentiellement en diminuant un peu le confort. Le confort est très énergivore et... Excusez-moi, j'ai pas regardez du rat. Le confort est énergivore. Concernant le chauffage, pour augmenter si vous augmentez 1 degré de la température d'ambiance, vous consommez 6 à 7% d'énergie en plus. Pour le froid, c'est encore pire. Pour descendre de la température d'un local de 1 degré, on consomme environ 12% d'énergie en plus. Les économies d'électricité sont plus dures à démontrer. Nous avançons, nous remplaçons des circulateurs, comme Jérôme nous a dit avant. Donc nous changeons les circulateurs, nous passons à l'éclairage en LED, nous optimisons les heures de fonctionnement des ventilations, nous installons des panneaux solaires sur nos sites, mais de l'autre côté, on rajoute un scanner, un IRM, et on augmente la consommation. Quelques chiffres de consommation électrique, un IRM consomme environ 80 000 kW d'électricité par an. Ça représente environ 16 ménages en Suisse pour 4 personnes. La consommation d'électricité annuelle du RHNE, c'est environ 10 millions de kWh, ce qui représente environ 2000 ménages toujours en Suisse. Les contraintes et les coûts, l'augmentation du prix des énergies nous montre bien l'importance de faire attention. La meilleure énergie, celle que l'on ne consomme pas. La loi cantonale sur l'énergie interdit de faire du froid de confort. C'est pourquoi il est important d'avoir des réflexions sur comment construire, l'orientation des bâtiments, la protection solaire par toile ou par film sur les fenêtres. Maintenant, nous allons parler des consommations d'énergie de nos bâtiments. La consommation de gaz, c'est pour le chauffage. Le graphe de gauche, c'est l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. C'est l'hôpital qui avait le plus de potentiel d'économie d'énergie avec les années, comme c'est un très vieux bâtiment. On voit que depuis 2016 à 2023, nous avons fortement diminué la consommation de gaz, qui est due à l'isolation, au remplacement de fenêtres, au pose de vannes thermostatiques sur les radiateurs, et l'isolation des toitures, comme on a parlé avant. Niveau consommation, sur nos 4 sites éligibles, on voit que la grande amélioration, ça a été fait sur l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les autres étant nettement mieux isolés. On compare maintenant la consommation de gaz à rapport au prix, à rapport à ce que ça nous revient. Le gaz a fortement augmenté depuis 2022 et 2023. On voit que la consommation a continué de descendre en termes de quantité, mais alors par contre de prix, on a pris l'inflation. Le chauffage à distance du site de Portales. Là aussi, c'est assez stable, à part en 2021 où on voit une grande augmentation qui est expliquée par le Covid. Même dans les énergies, on parle du Covid. Nous avons mis tout le site en dépression, niveau ventilation. 100% air neuf, donc plus de récupération d'énergie. Donc la consommation s'en fait ressentir directement. La consommation d'eau, c'est un peu le contraire. En 2021, comme il y a eu le Covid, il y avait peu de monde dans les hôpitaux. Donc on a fait une plus petite consommation en 2021. L'électricité. L'électricité, on voit que, comme on a expliqué, avec toutes les améliorations qu'on fait, on voit que la courbe de consommation est très stable, à part à partir de 2023 où on voit une descente qui est due à la mise en place des installations solaires. Mais on voit que la consommation est assez régulière.
Par contre, là, sur le graphe de droite, on voit la petite montagne qui est la différence de prix. Donc l'électricité a fortement augmenté, donc nous avons fortement été impactés par ça. Les projets de travaux améliorant nos consommations, comme on a déjà dit plusieurs fois, remplacement des fenêtres, isolation des façades, des toitures, remplacement des éclairages par des LED, remplacement des circulateurs de chauffage, installation de la centralisation de froid de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. On voit sur la partie de gauche, c'est le froid mécanique, c'est les compresseurs pour l'été. Puis sur la partie de droite, on voit sur la toiture de stérilisation, nous voyons les 4 aérorefroidisseurs pour le free cooling. C'est la même photo que vous avez vue avant, mais avant elle était de face avec la tour de panneaux solaires et maintenant elle est depuis dessus. Les économies estimées rapport à cette centralisation de froid, c'est 10 millions de kilowatts sur 15 ans. Donc ça représente environ 135 ménages annuellement. Donc la consommation de 135 ménages sur une année. La production solaire. Donc, la production solaire, il y en a beaucoup qui a été installée sur l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Donc là, il y en a pour 300 000 kilowatts de production par année. C'est une estimation pour l'instant parce qu'on n'a pas une année complète. Ça représente environ 60 ménages, une économie de 55 000 francs par année. La production de Portales, il y a moins de panneaux, on est à 150 000 kW de production estimée, pour environ une économie de 27 000 kilowatts, 27 000 francs, excusez-moi. Puis Val-de-Rue, 200 000 kilowatts d'installation installée pour environ 37 000 francs d'économie par année. Sujet intéressant, le raccordement du chauffage à distance, donc de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, fin 2024, début 2025. Comme il a été dit, c'est un chauffage à distance considéré à 60% de renouvelables, donc bien pour nos consommations d'énergie. Les conclusions. Les efforts d'amélioration de notre efficacité énergétique nous permettent d'économiser près de 350 000 francs de gaz de chauffage par an. Si nous augmenterions de 1 degré la température ambiante de nos locaux, comme on a dit, ça représenterait environ 7% de consommation en plus. Sur notre échelle, ça représenterait 85 000 francs par année par degré. Toutes les mesures prises depuis 2018 nous ont permis de conserver un niveau de consommation électrique stable, malgré l'augmentation des activités. Le raccordement du site de la Chaux-de-Fonds sous le cadre, on va en discuter. Et cette présentation montre bien que la mise en place des économies d'énergie est très importante écologiquement et aussi en termes financiers. Merci beaucoup. Jérôme a eu beaucoup de verve, donc ça nous a mis un peu en retard. Vous l'avez compris, mais il est possible de poser des questions. Pour cela, il faudrait peut-être que vous demandiez le micro puisque la conférence est captée. Donc si vous avez une question ou deux, ensuite on pourra échanger à l'apéritif, mais n'hésitez pas. Merci pour ces présentations très intéressantes. J'ai juste un petit problème de définition. Le plan cantonal climat parle de neutralité carbone en 2040. L'objectif suisse parle de zéro émission nette en 2050. Que veut dire cette neutralité? Ces zéro émission nette, on s'imagine bien que ce n'est pas zéro émission, mais c'est net par rapport à quoi? Par rapport à ce que la planète peut absorber sans stocker dans l'atmosphère? Est-ce que c'est net par rapport, je sais pas, à une période pré-industrielle? On se réfère à quoi quand on dit neutre ou net?
excusez-moi, complètement électrifier le parc automobile. On peut imaginer de changer tous les chauffages. On peut imaginer qu'est-ce qu'on avait encore ? Au niveau industriel aussi, la même chose. Donc, on peut imaginer plein de choses, mais l'idée, c'est vraiment qu'on soit neutre au niveau de carbone. On a quand même des sources, enfin des puits de carbone en Suisse. On a tout ce qui est la forêt, tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est un certain nombre de milieux naturels. Mais quand même, l'idée derrière, c'est qu'on soit neutre au carbone. C'est-à-dire qu'on n'ait plus d'émissions qui sortent de la Suisse, qui soient émises en tant que telles en Suisse. Alors, c'est un vœu pieux, c'est un challenge, on peut le faire. Il y a des solutions technologiques, il y a aussi des changements de mentalité dans la société. Et des gros investissements nécessaires. Voilà. Après, il y a aussi des investissements qui sont en train de se faire dans des puits de carbone. Pas de la technique, mais ça se fait pas forcément en Suisse, mais dans les pays nordiques, en tout cas, et la Suisse fait partie de certains programmes. Ils sont en train de créer des puits de carbone, des techniques pour emmagasiner le carbone et le capturer, le rendre prisonnier sous terre, par exemple, des choses qui se font. Ça ne sera pas la solution, mais ça contribue à une bonne solution. Il y a vraiment beaucoup d'axes d'action. Vous aviez une question, monsieur ? Oui, mais plutôt pratique. Cette présentation, est-ce qu'elle serait disponible suite à ce que vous avez fait ce soir, disons, voilà, elle est très parlante, je trouve. Et puis, voilà, je voulais juste savoir si c'est quelque chose d'envisageable. C'est lui qui doit répondre. Alors, elle sera disponible dès demain sur le site internet, et puis vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook où elle est captée en direct. Petite question provocante. Dans la présentation, on a vu en fait que réchauffer coûtait un peu moins que refroidir, en énergie en tout cas. La perspective du réchauffement en Suisse, on a vu qu'elle augmentait un tout petit peu plus vite que notamment les pays qui sont océaniques, hein, parce qu'on a un climat qui est un tout petit peu plus chaud. On sait aussi que les degrés adiabatiques entre Neuchâtel qui est à 420 mètres et puis les montagnes neuchâteloises qui sont à 1000 mètres, ça représente environ 600 mètres, grosso modo fois 0,7 degrés, parce que c'est à peu près ça les degrés adiabatiques, donc 4,2 degrés, donc disons 4. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à moyen, long terme de concentrer nos activités en fait hospitalières, donc les gros sites dans les montagnes ? Je sais que je suis provoquant. Hein. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi ? Il faut évidemment que je sais pas quelle va être la part des différents paramètres à prendre en compte pour choisir ça. Mais évidemment que si on pourrait aussi imaginer, il y a Jungfraujoch qui est pas mal aussi. 3600 mètres d'altitude, il y a encore un peu de glacier. C'est une question provocante, c'est une réponse provocante. Mais évidemment, hein, après, pourquoi pas ? Mais pourquoi ? Est-ce que ça doit être le critère principal ? On peut aussi dire que du point de vue du centre de gravité de la population, il est plutôt vers le bas du canton. Donc se dire, est-ce que... Alors oui, si le transrun est réalisé, est-ce que ça sera pas mal de pouvoir faire monter tous les habitants du bas qui vont se faire soigner là-haut ou pas ? C'est des histoires d'éco-bilan, d'analyse de cycle de vie d'un hôpital. Mais je te remercie pour ta question. Ça fait plaisir. J'aurais. Je crois que le site est très important. Si vous êtes en haut, oui, on gagnera un petit peu des degrés, des kilowatts en été, c'est juste. L'hiver, vous allez consommer plus d'essence pour monter. La gestion est moins bonne pour monter. On sait que l'hiver, les conditions sont moins bonnes. Chauffer l'hiver, il y a un aspect aussi qui est très important de ce côté-là aussi. Donc énergétiquement, je ne pense pas que c'est vraiment la chose à mettre dans la balance. Après, il y a d'autres choses dans la balance niveau politique, mais l'énergie, je ne pense pas que ça change pas. C'est une bonne transition. Je propose qu'on passe à côté pour poursuivre la discussion. Et je remercie les trois intervenants du soir pour cette conférence. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois, le 23 mai, sur les risques liés au TIC. Merci à vous.